Eleven Labs, l'IA de génération de voix plutôt réaliste, se lance dans la génération de sons et bruitages et on peut tester ça gratuitement. Perplexity nous permet maintenant de générer des pages internet à l'aide d'un simple prompt. Le Netflix de l'IA débarque et va nous permettre de générer nos propres séries au sein de mondes virtuels simulés. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour ma review des actus tech et IA qui ont attiré mon regard cette semaine. Et on a un bon paquet d'actus cette semaine, alors installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouvel épisode. Et on va commencer cette semaine avec une enquête menée en Argentine, Danemark, France, Japon, Royaume-Uni et aux États-Unis, avec environ à chaque fois 2000 participants par pays, sur la notoriété et l'utilisation des intelligences artificielles comme ChatGPT et toutes les autres. Bon, sans surprise, le chatbot d'OpenAI ChatGPT est le plus connu, il est complètement en tête, avec 55% en ayant déjà entendu parler en France. Assez étonnant ensuite, toujours en France, puisqu'on a en deuxième position Llama avec 15%, donc l'IA de Meta, et en troisième position à égalité, on retrouve Gemini, Copilot de Microsoft, et l'IA de Snapchat avec MyAI à 13%. Donc ce qui signifie que 13% des interrogés ont déjà entendu parler de ces IA. Je trouve ça assez étonnant de trouver l'IA de Snapchat aussi haut dans le classement, alors qu'au contraire, Midjourney on n'est qu'à 8%, Claude on n'est qu'à 3%. Il y a clairement encore du boulot au niveau marketing pour Anthropic, il faudrait peut-être demander des conseils marketing à Claude 3 Opus éventuellement, mais malgré l'engouement certain pour ChatGPT, au final peu de personnes l'utilisent. On a en effet entre 22 à 35% des personnes qui utilisent ChatGPT occasionnellement et ça descend entre 1 et 7% pour de l'utilisation quotidienne, avec par exemple seulement 2% des Français interrogés qui utilisent ChatGPT quotidiennement. Une chose est sûre en tout cas, ces IA semblent bien plus attirer les jeunes, avec 56% des 18-24 ans ayant déjà testé contre seulement 16% des plus de 55 ans. En moyenne sur les 6 pays interrogés, l'IA a amélioré le système, la société pour 30% des interrogés, alors que 31% pensent que ça aura un impact négatif au global. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Est-ce qu'ils sont significatifs? Est-ce que vous utilisez des IA quotidiennement ou occasionnellement? En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et on peut comprendre les personnes assez peu optimistes sur l'impact de l'avènement de l'IA sur notre société quand on voit ce genre de news. En effet, l'armée chinoise a dévoilé un chien robot équipé d'une mitrailleuse lors d'exercices conjoints avec le Cambodge. Ce chien robot pourrait être utilisé pour des opérations de combat en milieu urbain, notamment pour la reconnaissance et l'identification des ennemis. Alors oui, l'utilisation de chiens robots ou de drones dans les opérations militaires n'est pas une nouveauté, mais leur présence lors d'exercices avec des pays étrangers indique véritablement un stade avancé de développement. Les drones sont devenus des éléments clés sur les champs de bataille, permettant aux armées moins bien équipées de rivaliser avec des adversaires mieux armés. Mais attention, si c'est ici un exemple plutôt négatif qui met quand même la pression, il y a au contraire des news bien plus optimistes, toujours en lien avec les chiens robots d'ailleurs. En effet, l'université de Glasgow vient de mettre au point un chien robot guide pour personnes malvoyantes pour se déplacer en toute sécurité. Le robot guide est équipé de capteurs qui cartographient et analysent l'environnement pour éviter tous les obstacles. Et en plus, le robot peut interagir avec l'utilisateur pour répondre à ses questions, donc comprendre sa voix et lui répondre, le guider. Il a été utilisé ici en exemple au musée Hunterian en Écosse. Le chien robot a guidé des malvoyants et a commenté la visite. Donc on a véritablement là un usage utile de ces technologies de robotique et d'IA, même si on pourrait peut-être imaginer ça directement implanté dans des lunettes connectées éventuellement. Et puisqu'on est sur les robots, on a une entreprise très célèbre du côté des intelligences artificielles qui relance son département robotique, OpenAI. Alors la branche robotique d'OpenAI n'est pas nouvelle, mais elle avait été fermée en 2020, car OpenAI souhaitait se focus plus sur les modèles d'intelligence artificielle pour qu'ils soient plus puissants et efficaces. Et ils ont indiqué aussi stopper ce département robotique parce qu'ils n'avaient pas assez de données d'entraînement pour entraîner leur modèle de robot, ce qui semble ne plus être le cas en 2024. Et donc d'après plusieurs sources, OpenAI aurait recommencé à recruter des ingénieurs depuis plus de 2 mois pour relancer sa branche de robotique. Mais attention, OpenAI ne veut pas être un concurrent face aux autres entreprises de robotique, non, ils veulent plutôt collaborer avec ces entreprises, créer une sorte de technologie, probablement logicielle, à incorporer dans les robots. Et cette stratégie irait clairement dans ce qu'on a déjà pu voir entre OpenAI et Figure, où ils ont réussi à mettre l'IA GPT-4 directement dans le robot Figure One. Et si on revient un petit peu plus en arrière, OpenAI avait déjà présenté en 2019 des avancées avec une main robotique qu'on voit juste ici, capable de résoudre un Rubik's Cube, donc avec une seule main. L'avenir est en tout cas clairement à
l'union de la robotique avec l'intelligence artificielle. Et pour revenir un petit peu plus sur l'intelligence artificielle d'ailleurs, il semblerait que GPT-4 soit meilleur analyste financier que des analystes professionnels. C'est en tout cas la conclusion de cette recherche de l'université de Chicago. GPT-4 obtient une précision de 60% dans les différents tests contre seulement 53 à 57% pour les analystes humains. Donc pas une énorme différence, mais quand même il est à noter que GPT-4 obtient de meilleurs scores que les humains. Les chercheurs ont utilisé la technique de prompt de chaîne de pensée pour améliorer les réponses de GPT-4 et la conclusion globale de cette étude est que GPT-4 et les analystes humains se complètent. GPT-4 est excellent pour une analyse quantitative, avoir plein de données à analyser, alors que les analystes humains ont une valeur ajoutée lorsqu'un contexte supplémentaire est nécessaire. Le scénario optimal serait donc que les analystes financiers travaillent de pair avec GPT-4 pour être plus performants en l'utilisant comme un outil efficace. Mais au-delà de cette utilisation plutôt professionnelle, ça permet surtout à n'importe qui, à vous et moi, avec des prompts un petit peu optimisés, de pouvoir faire une analyse carrée que les meilleurs analystes proposeraient. Bon, et pendant que les capacités de ces modèles continuent d'impressionner dans différents modèles, OpenAI continue de nouer des partenariats avec des médias. OpenAI avait déjà signé des accords avec par exemple Le Monde, et voilà maintenant les groupes médias Vox Media, qui a par exemple le média The Verge, et le groupe The Atlantic. L'entreprise peut donc utiliser leur contenu, tous les articles postés pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, et en contrepartie, les réponses générées avec ChatGPT par exemple devront contenir les liens vers ces médias, vers les articles, et également OpenAI va donner accès à ces groupes médias aux technologies d'OpenAI en avant-première pour tester et ajuster avant leur sortie. Et cet accès aux données des articles permet également à ChatGPT de rester à jour. Alors on n'a pas les termes exacts des deals qui ont été signés, c'est pas vraiment précisé, mais ils sont estimés à plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions entre les entreprises. Et c'est assez cocasse de voir le groupe The Atlantic signer un accord avec OpenAI, car le 24 mai, donc il y a seulement quelques jours, ils avaient publié un article pour dire que les entreprises de médias ne devraient pas se précipiter dans ce genre de deal et donc offrir leur contenu aux IA pour seulement quelques millions de dollars, et que ça vaudrait bien plus avec le temps d'avoir de la véritable écriture humaine. Il faut croire que ces bonnes résolutions n'auront pas tenu bien longtemps face à OpenAI. Et tous ces partenariats amènent aussi OpenAI à présenter un nouveau programme donnant accès aux différents médias, aux outils d'IA pour les intégrer dans leur travail quotidien et les aider à créer du contenu de qualité. On va avoir ainsi plus de 100 éditeurs ayant accès à ces technologies pour aider les salles de rédaction afin d'améliorer l'efficacité et de créer un contenu de qualité. Et toujours du côté d'OpenAI, on en parlait dans de précédentes vidéos, si vous n'avez pas vu ça, foncez vite les voir une fois celle-là finie. OpenAI avait tout simplement dissous son équipe de sécurité dont la mission était de surveiller la sécurité des futurs systèmes d'IA et notamment les avancées sur l'intelligence artificielle générale. Ça n'avait pas forcément plu à tout le monde et ça donnait clairement une mauvaise image de l'entreprise au grand public. Et c'est pour ça qu'on a eu l'annonce cette semaine de la création d'un comité de sécurité et sûreté qui va devoir faire des recommandations sur les décisions critiques de sécurité pour les projets et les opérations d'OpenAI. Et un rapport complet devra être finalisé dans 90 jours. Le rapport sera partagé avec le conseil d'administration d'OpenAI et les recommandations faites seront ensuite rendues publiques. À savoir que dans ce comité on retrouve des grosses têtes bien connues comme le CEO Sam Altman lui-même ainsi qu'une équipe le supportant à fond. Donc est-ce vraiment utile? On a clairement là un conflit d'intérêts. N'aurait-il pas fallu avoir une entreprise externe pour pouvoir analyser tous ces problèmes-là liés à la sécurité? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un comité interne comprenant même le CEO dans son sein? Pour ce qui est de la sécurité en tout cas, l'ancien chef Yan Leak ayant récemment démissionné d'OpenAI en clamant que l'entreprise mettait complètement au second plan la sécurité justement pour sortir au plus vite de beaux produits qui font rêver, eh bien Yan vient d'être recruté par l'entreprise concurrente directe Anthropic à l'origine des modèles Claude. Donc Anthropic veut clairement se démarquer en se montrant plus sûr qu'OpenAI tout en proposant des modèles autant voire plus puissants. Et OpenAI annonce en même temps commencer à entraîner un nouveau modèle d'intelligence artificielle, une étape de plus vers l'intelligence artificielle générale. Alors est-ce qu'il s'agit là de GPT-5 ou déjà le modèle suivant, ce qui signifierait qu'il serait déjà prêt à sortir le successeur de GPT-4? Alors vont-ils dévoiler bientôt un GPT 4.5? En attendant, toutes les spéculations sont possibles. On aura probablement du nouveau ce mois-ci, des news par rapport à ce nouveau modèle. Je vous tiendrai bien entendu au courant en vidéo, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Et pour finir avec OpenAI, ils annoncent que presque toutes les fonctionnalités des abonnés à ChatGPT+ sont maintenant disponibles pour les utilisateurs gratuits, donc à savoir l'accès à internet, l'analyse d'images avec la vision, l'analyse de fichiers, l'envoi de fichiers à ChatGPT et l'utilisation des GPT custom. Tout en sachant bien entendu que ces utilisations ont une limitation en termes d'usage, en termes
termes de nombre de messages qu'on peut envoyer à ChatGPT. Par exemple, pour les utilisateurs payants, on a une limite de 80 messages avec GPT-4o toutes les 3 heures et 40 messages pour GPT-4 Turbo toutes les 3 heures également. Mais il ne précise cependant pas les limitations pour les utilisateurs gratuits, mais sans nul doute que c'est bien inférieur. On a alors deux stratégies possibles. Soit ils veulent jouer à fond sur la frustration des utilisateurs gratuits, leur donner envie de passer à la version plus, de payer, ou soit on va avoir de grosses annonces de mise à jour, de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs plus, les utilisateurs payants, avec pourquoi pas un tout nouveau modèle GPT 4.5, GPT-5, ou alors un moteur de recherche qu'on attend depuis un petit moment déjà. Parce que là, si je ne dis pas de bêtises, il ne manque que la génération d'images avec DALL-E 3 pour avoir la totalité des fonctionnalités payantes pour les utilisateurs gratuits. Mais ce n'est pas vraiment grave de ne pas pouvoir générer d'images avec ChatGPT et donc DALL-E 3, parce qu'on a déjà de quoi faire et gratuitement en plus de ça. En effet, Stability AI nous donne enfin des nouvelles de leur tout nouveau modèle Stable Diffusion 3, qui serait donc prévu pour le 12 juin prochain. Attention cependant, il précise dans le post qu'il s'agira là de Stable Diffusion 3 Medium, donc la version à 2 milliards de paramètres, pas le plus gros modèle qui lui est à 8 milliards de paramètres, donc 4 fois plus gros, dont on n'a pas encore de date de sortie pour le moment. Stable Diffusion 3 améliore le réalisme, les mains, les visages et surtout la gestion de texte et suit mieux les prompts donnés. Mais alors qu'en est-il de ce plus gros modèle? Est-ce qu'il sera uniquement disponible en payant via l'API? Après tout, Stability AI manque cruellement d'argent. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte que ce premier modèle Stable Diffusion 3 Medium soit disponible pour que la communauté commence à l'affiner, à l'améliorer. Mais d'ailleurs, à voir si la communauté prendra le temps de l'améliorer, s'ils pensent que la version 8B sortira par la suite, est-ce que vraiment ils vont perdre du temps, utiliser des ressources pour améliorer ce modèle-là, le plus petit, ou est-ce qu'ils vont préférer attendre des nouvelles, une probable sortie du plus gros modèle? En attendant, on se donne rendez-vous le 12 juin. Et à côté de ça, on a un projet IA qui pourrait révolutionner le travail des animateurs d'animé. On a ainsi le projet Tooncrafter de Tencent. Le principe est simple, on donne une image de début, une image de fin, et Tooncrafter imagine les images intermédiaires pour créer une animation, il fait de l'interpolation. Alors bien entendu, ce n'est pas une nouvelle technologie, quelque chose d'inédit, mais ici les résultats sont impressionnants, surtout en comparaison avec des solutions déjà existantes qu'on peut voir juste ici. Là on voit vraiment que Tooncrafter fait quelque chose de bien plus cohérent pour l'interpolation. Tooncrafter peut également coloriser des scènes complètes à partir d'une image de référence avec les couleurs de l'image de référence. Donc on a clairement une très bonne solution, une très bonne base, même si on a encore quelques petits fails qu'on a comme ici juste là. Mais surtout la cerise sur le gâteau, c'est que Tooncrafter est dispo gratuitement en open source sur GitHub, donc on peut déjà l'utiliser nous-mêmes dès à présent. Et si on va encore plus loin, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des dessins animés entièrement générés par IA, voire carrément un Netflix de l'IA? Et vous me voyez venir, c'est ce que présente cette semaine l'entreprise The Simulation avec Showrunner. Il s'agit donc d'une plateforme permettant aux utilisateurs de générer et de regarder des émissions de télé basées sur l'IA, se déroulant dans des mondes virtuels simulés. Showrunner vient combiner les simulations de plusieurs agents IA pour créer du contenu interactif entre eux dans les mondes virtuels. Les utilisateurs peuvent donc regarder, diriger et jouer dans des émissions se déroulant dans ces environnements virtuels peuplés de personnages IA avec la possibilité de créer des épisodes avec de simples prompts. Il suffit d'écrire un prompt de 10 à 15 mots expliquant ce qu'on veut voir pour générer des scènes et épisodes de 2 à 16 minutes. Et ces épisodes seront complétés avec des dialogues IA, des voix, un montage complet, différents plans, des personnages et une véritable trame narrative. La plateforme se lance dans un premier temps avec 10 émissions originales permettant aux utilisateurs de générer de nouveaux épisodes, éditer les scripts, les angles de caméra, les voix. Et pour l'instant, Showrunner est dispo en alpha à un nombre limité d'utilisateurs. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cette entreprise. Elle s'appelait avant Fable Studio et avait révélé l'année dernière, en juillet dernier, une simulation de monde virtuel de South Park, permettant alors de générer soi-même des épisodes complètement inédits du dessin animé avec son modèle Show One. Showrunner est clairement une étape vers de nouvelles formes de divertissement boostées par IA, venant fusionner ensemble du jeu, de la simulation, des séries, des dessins animés, en choisissant de regarder ou créer soi-même des histoires dans ces mondes simulés. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus et tester tout ça, car pour l'instant ça reste un petit peu flou au niveau du fonctionnement. Je vous mets le lien en description si vous voulez aussi vous inscrire sur la waitlist. La toute nouvelle fonction Recall pour Windows présentée par Microsoft lors de leur dernière conférence Build 2024 n'a clairement pas laissé indifférent et inquiète un petit peu les experts en cybersécurité. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi
suivi, Recall est une fonction d'intelligence artificielle disponible sur les PC Copilot+, la nouvelle gamme de Microsoft. Recall se souvient de tout ce que vous faites sur votre ordinateur, ce qui permet de lui poser des questions sur notre historique, sur des éléments précis. Il analyse et stocke tout ce qu'on fait en local sur notre ordi. Alors le fait que ce soit en local, c'est déjà bien, qu'il n'envoie pas ça sur le cloud de Microsoft apparemment, mais ça reste dangereux. En effet, Recall va faire des screenshots de ce que vous faites, de votre activité, et il va les sauvegarder sur votre PC, sauf que ces screens sauvegardés ne sont pas encryptés. Donc il est très facile pour un malware, un virus, d'aller fouiller un petit peu ces données, ces screens effectués par Recall, et avoir accès à toutes vos données. Donc il s'agit là d'une réelle faille de sécurité, car Recall se souvient de tout, normalement, donc le virus aussi va se souvenir de tout ce que vous avez fait. A noter que l'utilisation de Recall sur Windows est facultative, mais sera activée par défaut. Et cette fonction attire également les autorités, notamment le bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni, qui enquête auprès de Microsoft sur l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Recall dans Windows. Pour ma part, je pense que je vais directement la désactiver, et vous, est-ce que vous allez la garder? Dites-moi tout ça en commentaire. Et ce n'est pas tout pour Microsoft, qui se font du souci pour leur partenaire OpenAI, qui semble faire quelques infidélités en allant voir du côté d'Apple. Le partenariat négocié durant de longues semaines entre Apple et OpenAI semblerait avoir enfin été conclu, ce qui permettrait donc d'intégrer les technologies d'OpenAI directement à iOS, macOS ou même les prochains iPhones, et ce qui va donc impacter les services de Microsoft, notamment Azure, permettant d'utiliser les produits OpenAI ainsi que Copilot. Sachant que Microsoft a investi des milliards dans OpenAI pour avoir la priorité sur sa technologie, et Azure et Copilot étaient en première ligne de ces modèles d'OpenAI. Et donc si les modèles GPT ou même l'application ChatGPT est intégrée directement aux iPhones, les utilisateurs, et ils sont très nombreux d'iPhone, seront moins enclins à utiliser Copilot de Microsoft. Sam Altman a même rencontré Satya Nadella, le CEO de Microsoft, pour discuter un petit peu de ce nouvel accord. Et il semblerait même que Microsoft pourrait demander une partie des revenus générés par ce deal entre OpenAI et Apple, parce qu'après tout, OpenAI utilise principalement les infrastructures et les serveurs de Microsoft, et donc l'arrivée de plein de nouveaux utilisateurs venant d'Apple vont clairement surcharger les serveurs. À voir comment tout ceci sera véritablement intégré et les termes exacts du partenariat entre OpenAI et Apple, on risque clairement d'avoir quelques nouvelles la semaine prochaine lors de la WWDC d'Apple. Et de son côté, Microsoft continue le déploiement de Copilot et son omniprésence avec la sortie progressive de l'application de bureau Copilot, agissant plus ou moins comme l'appli ChatGPT sur macOS. Et d'ailleurs, si vous préférez, vous avez même Copilot sur Telegram à travers un bot directement dans l'application Telegram. Bon, on va laisser les géants américains de côté un petit peu avec notre fierté nationale française, l'entreprise Mistral. Mistral nous dévoile cette semaine un tout nouveau modèle spécialisé en code, en coding, en développement, CodeStral. CodeStral est open model, ce qui signifie qu'on peut le télécharger pour l'utiliser en local. Il a été entraîné sur plus de 80 langages de programmation comme Python, Java, C++ et bien d'autres. Et le modèle de seulement 22 milliards de paramètres surpasse de bien plus gros modèles comme Llama 3 à 70B, donc bien plus lourd à 70 milliards de paramètres. Et en plus, CodeStral a une fenêtre contextuelle de 32 000 tokens permettant d'envoyer des codes très longs pour faire corriger ou les améliorer. Le modèle est disponible gratuitement sur Hugging Face pour pouvoir le télécharger et faire tourner ça en local sur son ordi. Mais sinon, il y a une solution encore plus simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme de chat gratuite de Mistral, le chat. Il suffit de sélectionner ensuite le modèle CodeStral pour pouvoir y avoir accès et ensuite discuter avec lui, envoyer son code, demander quelque chose. Ce qui est donc très pratique si vous avez besoin d'un assistant pour du développement. Et on a autre chose qui va être très pratique, la toute nouvelle fonction de Perplexity Page. L'outil de recherche internet boosté par IA présente une toute nouvelle fonctionnalité, vraiment pas mal du tout, Perplexity Page. Donc cette fonctionnalité permet de créer des pages internet de présentation de sujets en fonction des recherches qui sont très visuelles, très agréables. L'IA va en fait agréger les informations trouvées sur internet et générées également par IA et créer une page, le tout est bien plus lisible, agréable à lire et tout ceci sur n'importe quel sujet. Les pages sont personnalisables, on peut ajouter des sections, creuser certains sujets, ça semble vraiment très simple à prendre en main et à utiliser. Et en plus, il est possible ensuite de partager les pages qui sont créées avec Perplexity Page, donc il a clairement jamais été aussi simple de créer des pages éducatives sur plein de sujets différents. Bon, par contre, les pages qui sont créées avec Perplexity Page vont être disponibles à la recherche sur Google, donc ça rajoute un petit peu du spam d'infos générées par IA dans les résultats de recherche, ce qui pourrait sûrement être blacklist par Google assez rapidement. Bon, pour ma part, malheureusement, je n'ai pas encore accès de mon côté, mais ça semble rapidement se déployer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais tester l'outil Perplexity en vidéo pour qu'on s'en fasse tous une idée globale, ça peut être une bonne découverte. Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous pour pas rater la vidéo quand elle
elle sortira. Et Perplexity lève à nouveau des fonds avec cette fois 50 millions de dollars et atteindrait une valorisation de 3 milliards de dollars. Encore un géant de l'IA à suivre de très près. Et puisqu'on touche à la recherche sur internet avec une bonne dose d'IA, devinez de qui on va parler? Bien évidemment, de Google. Et l'entreprise revient sur la fonction chaotique d'AI Overview. On en parlait la semaine dernière, AI Overview s'agit de réponses générées par IA aux questions posées par l'utilisateur dans Google. Sauf que le problème, c'est que la fonctionnalité générait n'importe quoi. Alors Google reconnaît le problème, mais indique que les résumés foireux sont quand même assez rares et que la majorité de ceux partagés sur les réseaux, notamment X, sont tout simplement des fakes. Même si Google admet quelques bugs et incompréhensions de requêtes qui amènent à des générations de réponses complètement délirantes. Mais comme on l'avait vu ensemble et comme Google l'explique ici, ça vient surtout des sources utilisées comme Reddit ou Quora, où les utilisateurs peuvent répondre en faisant de l'humour, et les recherches satiriques ou qui n'ont pas vraiment de sens ont du mal à être interprétées par leur IA. Il cite en exemple mon préféré, combien je dois manger de cailloux, question à laquelle AI Overview répondait au moins un par jour selon les experts. On a donc quelques mesures qui ont été prises par Google, repérer les requêtes absurdes pour éviter de générer des résumés avec AI Overviews pour limiter la satire et l'humour, limiter l'utilisation de contenu écrit par des utilisateurs sur des forums comme Reddit par exemple pour générer la réponse, l'ajout de limites pour les résumés inutiles, donc ne pas utiliser AI Overviews à chaque fois, plus de contrôle également sur des sujets sensibles comme la santé, et éviter AI Overviews sur des sujets où la précision est vraiment primordiale. Et enfin, ils ont retiré environ moins d'1 million de requêtes générant des résumés complètement absurdes sur plusieurs milliards de recherches quotidiennes. Donc effectivement, par rapport aux milliards de recherches effectuées quotidiennement, les résultats un petit peu bancals qui ont été générés ne représentaient qu'une infime partie. Toujours aussi peu réjouissant pour Google qui enchaîne les déboires dernièrement, on a eu un leak massif de son algorithme de recherche avec 2500 pages de documentation interne qui est apparue sur internet. Il y a donc eu des informations précises sur le fonctionnement de l'algorithme, ce qui influence les résultats de recherche les uns par rapport aux autres, et les documents montrent des différences entre le fonctionnement qu'annonce Google à travers ses différents discours et ce qui semble vraiment se passer d'après ces nouvelles infos, ces nouveaux documents. On peut dire que les gourous du SEO ont du travail pour décortiquer tout ça et encore optimiser leur site. Et bien entendu, Google n'a pas confirmé ni commenté la fuite. Mais bon, rassurez-vous, tout n'est pas si terrible du côté de Google, on a quand même des petites bonnes nouvelles, oui quand même. On a en effet eu cette semaine une mise à jour du classement Chatbot Arena, donc un classement qui vient comparer les différents modèles d'intelligence artificielle, et les tout nouveaux modèles de Google, donc Gemini 1.5 Pro et Gemini Advanced, arrivent en tête du classement, juste derrière GPT-4o d'OpenAI, et devant même une ancienne version de Gemini 1.5 Pro, celle de l'API. Et on a même le petit modèle Gemini 1.5 Flash qui arrive un petit peu plus bas, mais surpasse tout de même Claude 3 Sonnet, et suit de très près GPT-4 dans le classement. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution de ce classement semaine après semaine, avec tous les nouveaux modèles qui sortent. Et d'ailleurs, si ce classement Chatbot Arena ne vous parle pas trop, je vais bientôt sortir une vidéo dessus qui devrait rapidement arriver, alors surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la rater. Après Suno la semaine dernière, voilà son concurrent direct qui a le droit à une petite mise à jour. Udio annonce Udio 130. Donc grâce à cette nouvelle mise à jour, Udio est capable de générer des musiques de 2 minutes directement avec un seul prompt, ce qui permet d'avoir une meilleure cohérence de la musique générée même sur une longue durée, donc 2 minutes. On a également quelques nouveautés en plus, comme par exemple la possibilité de déterminer la seed d'une musique, ce qui permet un meilleur contrôle. Par exemple, vous avez une musique qui vous plaît, mais vous voulez changer juste un petit élément dans le prompt ou les paroles. En réutilisant la seed, vous devriez avoir à peu près la même musique. Et on peut désormais également régler l'importance d'une partie d'un prompt ou des paroles pour dire à l'IA que vous voulez absolument une certaine partie ou pas du tout. Donc si vous mettez une importance élevée sur une partie du prompt ou sur certaines paroles, vous êtes sûr de les avoir dans la musique, mais ça pourrait avoir un air assez peu naturel. Et au contraire, si vous mettez une importance assez faible, ça sonnera plus naturel une fois la musique générée, mais l'IA ne pourrait ne pas prendre en compte ce que vous avez écrit. Il est également maintenant possible de générer plus vite des musiques, mais du coup avoir une qualité moindre et inversement. On est donc ici sur une mise à jour d'Udio qui va amener plus de contrôle à la génération de musique. Et puisqu'on est dans la génération d'audio, le leader de la génération de voix Eleven Labs se lance dans la génération de son et bruitage, après nous avoir donné un petit aperçu sur les vidéos générées par Sora il y a quelques semaines déjà. Tout le son de cette vidéo a été entièrement généré par Eleven Labs, écoutez un petit peu ça. That's right. Create any sound you can imagine.
Et en plus, cette nouvelle fonctionnalité de Text to Sound est déjà disponible sur Eleven Labs, on peut le tester nous-mêmes. Alors d'après ce que j'ai constaté, chaque requête consomme 200 crédits, donc on en a 10 000 par mois sur Eleven Labs. Il suffit alors d'écrire le prompt en anglais, je suppose. On a ensuite les settings ici où je peux déterminer la longueur du son, donc là je lui laisse automatique, donc c'est à lui de déterminer quelle longueur fera le son. Et on peut déterminer ici si on veut que ça suive absolument le prompt ou le laisser plus créatif. Donc là j'ai demandé la génération d'un son d'un chien qui aboie dans une ville assez chargée et on voit que j'ai 4 sons qui ont été générés. On va écouter un petit peu ce que ça donne. Alors c'est sympa, j'ai bien l'aboiement du chien, par contre l'aspect dans une ville assez chargée, donc du coup avec les bruits de la ville, n'est pas du tout été respecté, mais c'est peut-être parce que j'ai laissé ici dans les paramètres une interprétation créative de l'IA par rapport à mon prompt. J'aurais peut-être dû mettre l'interprétation moins créative et qui suive beaucoup plus mon prompt, mais ça donne un petit aperçu des possibilités qu'il y a, en tout cas le chien a été très bien fait. Et d'ailleurs Eleven Labs a fait un partenariat avec Nvidia pour traduire en mandarin l'audio de la vidéo de présentation lors de la keynote Computex d'Nvidia, en reprenant la voix du CEO Jensen Huang. Donc une application de l'intelligence artificielle d'Eleven Labs permettant une plus grande accessibilité de la vidéo pour des personnes ne comprenant pas forcément l'anglais. Et puisqu'on parle d'Nvidia, effectivement l'entreprise était présente au Computex de Taïwan et a fait quelques petites annonces intéressantes. On a eu le droit à Spectrum X permettant d'accélérer les performances en réseau des IA, Nvidia NIM permettant de faciliter la création et mise en place de modèles d'intelligence artificielle. On a également eu de nouvelles puces Rubin qui seront donc l'architecture succédant à Blackwell, et ensuite l'annonce de Nvidia ACE, donc une plateforme pour créer facilement des avatars IA numériques avec synthèse vocale et animation faciale en local sur les nouveaux ordinateurs RTX AI PC optimisés pour l'utilisation d'IA en local. Et on le voit d'ailleurs dans la vidéo de présentation des avatars IA, on a l'avatar de Jensen en haut à gauche créé par Hour One et doublé par Eleven Labs, une véritable utilisation de l'IA par l'exemple. On a également eu la présentation de Projet G-Assist, un assistant IA intégré au jeu pour aider les joueurs, un petit peu comme la démo Microsoft de Copilot aidant le joueur dans Minecraft. Il va répondre aux requêtes audio ou texte en analysant ce qui se passe à l'écran, comme si on jouait avec un pote à côté de nous qui nous explique quelques éléments du jeu pendant qu'on joue. On a un exemple ici où le joueur va demander quelle est la meilleure arme pour débuter le jeu Ark. What's the best early game weapon and where do I find the crafting materials for it? Et donc on voit ici que l'IA va répondre directement à la requête avec cette petite fenêtre qui est par-dessus le jeu, donc soit répondre en texte ou soit répondre en vocal directement. G-Assist peut aussi analyser et optimiser le système pour de meilleures performances, traquer les FPS, proposer des améliorations de paramètres et éventuellement proposer d'overclock la carte graphique au besoin. On a donc du très lourd du côté d'Nvidia qui se place encore une fois en élément essentiel de cette révolution IA qui a lieu. En proposant à la fois des solutions matérielles et logicielles efficaces, Nvidia se rend indispensable pour ses partenaires et ses clients, et notamment OpenAI et son nouveau modèle GPT-4o. Et d'ailleurs, si vous voulez voir de super utilisations de ce nouveau modèle, foncez vite voir cette vidéo, vous n'allez pas être déçus. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.